tous, bienvenue dans notre premier podcast, l'épisode numéro 1 du podcast Namkin, qui va parler déjà de marketing industriel et des transformations qui sont liées à l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, on est reçu chez Nicomatic, donc qui est une société basée à Bon-en-Chablais, et on a trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc Fanny Martens, donc, qui est Change Manager chez NTN SNR, une société qui fait des roulements. Je vais te présenter en 20 secondes. C'est ça, NTN SNR, donc filiale du groupe NTN Corporation, donc groupe japonais, leader mondial effectivement sur les roulements et des joints de transmission. Que dire sur mon poste? Moi aujourd'hui je suis donc Change Manager au sein de l'IT chez NTN SNR, mais j'ai longtemps travaillé donc au marketing. Et puis donc c'est ces dernières années que je me suis transformée en accompagnant au changement. Donc rien qu'avec le nom de poste, on se rend compte qu'il y a quelque chose à manager, il y a un changement à manager, donc quelque part on est dans le sujet. C'est ça. Je vais continuer par Hervé Depéry, donc qui est le DG de La Précision Industrie. Hervé, deux mots peut-être sur ta société et ton poste. Déjà merci à Olivier de nous recevoir, et donc effectivement Hervé Depéry, La Précision Industrie, une entreprise de micromécanique qui travaille pour moitié dans le domaine du médical en sous-traitance, pour autre partie dans le domaine de l'industrie avec une très grosse dominante aéronautique, et à chaque fois donc une spécialisation dans le petit, précis et minutieux. Voilà, une entreprise que je dirige depuis une dizaine d'années. Je suis dedans depuis une vingtaine d'années. Ok, donc on va y venir. Je pense que ça va être intéressant de voir dans le côté sous-traitance, la valeur ajoutée de la sous-traitance dans le cadre de l'industrie 4.0. Olivier, donc notre hôte du jour, merci de nous recevoir. PDG du groupe Nicomatic, tu veux te présenter en 30 secondes? Bienvenue à tous, ça me fait très plaisir de participer à ce premier podcast de Namkin. Je suis le PDG de Nicomatic. En fait, on a une gouvernance un peu atypique. On laisse avec mon frère, en fait, on alterne la présidence de Nicomatic tous les 3 ans. Moi-même, je vais reprendre la présidence, on va dire, cet été. Nicomatic, donc, est une société internationale. On est basé à Bon-en-Chablais, on est à 12 filiales dans le monde. On fabrique principalement des connecteurs pour le secteur de l'aérospatial. Donc vous êtes au cœur et confronté à cette problématique de digitalisation de la relation client, plus globalement peut-être de l'expérience client. Donc on peut poser le sujet immédiatement, donc juste pour donner un peu un fil rouge, un fil d'Ariane. L'idée c'est vraiment d'échanger autour de la digitalisation de la relation client en parlant des enjeux, éventuellement des métiers et comment ça transforme les organisations. Je donne un chiffre peut-être tout de suite pour commencer le débat, puis après prend la parole celui qui se sent sensible avec ce sujet-là. 80% de l'acte de vente se déroule avant de rencontrer le vendeur. C'est une étude qui a été faite en B2B, c'est une étude Forrester de mémoire, et qui date d'un petit peu, donc ce chiffre est en fait en train d'augmenter. Qu'est-ce qui vous inspire ce chiffre, notamment dans la part peut-être de digital qui prend de plus en plus de place? Olivier, peut-être pour commencer. Oui, en fait, nous on travaille beaucoup en B2B. Nos principaux clients sont des grands électroniciens qu'on peut connaître, type Safran, Thales. Et c'est vrai qu'on avait une démarche, on va dire, de co-construction avec eux. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que en fait, les clients aiment bien en fait commencer en fait à défricher un petit peu les choses, à comprendre, on va dire, par eux-mêmes, et de trouver en fait déjà les propres solutions. Donc ça peut venir de l'interne, ça peut venir de l'externe, et après ils ont besoin en fait d'un accompagnement. Donc en fait souvent en fait on a certains clients, on est très fiers de ça. En fait ils connaissent parfois mieux certains de nos produits que d'autres personnes chez Nicomatic, parce qu'en fait justement on voit qu'ils ont essayé de trouver la meilleure solution déjà par eux-mêmes, et en fait on est assez fiers de voir qu'ils sont capables de se débrouiller dans cette première phase, mais après ils ont quand même besoin d'un accompagnement. Et donc en fait cette phase de mise à disposition, de transparence, en fait c'est quelque chose qui est très important pour nous, et en fait que les clients voient qu'ils l'utilisent au mieux, et après il y a une notion d'amélioration qu'on peut avoir, de soutien qu'on peut avoir avec eux derrière. Donc ce que vous dites, c'est que la première phase est déjà faite par le client en autonomie, et en partie grâce au digital.
Oui, parce qu'en fait, là, avec différentes périodes, donc nous en plus, on a une notion internationale. Donc, c'est vrai que le fait, on ne peut pas aller visiter tous les clients tout le temps, mais c'est important en fait d'avoir cette capacité que le client puisse trouver sa solution par lui-même, d'accord, avec en fait les moyens digitaux qu'on a un peu aujourd'hui. Il peut aussi trouver aussi l'aspect contact relativement rapidement, parce qu'en fait, il peut avoir besoin de poser une question sur un aspect très particulier. Et en fait, c'est important d'avoir cette relation le plus tôt possible dans la relation. Donc la partie de trouver par lui-même, c'est quelque chose d'important. Donc on a la phase, bien sûr, de dire il faut trouver Nicomatic sur le site internet, sur les différents réseaux sociaux, etc. Nous, sur nos marchés, on a la chance, entre guillemets, de dire on a des relations quand même relativement long terme. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine récurrence aussi qui existe, mais tout de suite, dès qu'il y a un nouveau projet, il y a quand même une notion de dire je voudrais améliorer quelque chose ou comprendre quelque chose. Et puis après, il y a la partie aussi technologique chez nos clients. En fait, le client aussi n'a pas peut-être tout de suite le besoin en tête, donc il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Donc en fait, il a besoin de chercher des ressources et d'avoir aussi la notion de confiance. C'est important. Il n'y a pas juste de la partie technologique, trouver les bonnes données techniques, etc. Ou les bons rapports de qualification. C'est aussi donner confiance pour dire oui, je veux faire en fait un pas suivant pour aller vers la suite en fait de mon parcours d'achat. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est important. Cette première phase, par exemple, Fanny, chez SNR, chez NTN SNR, elle existe aussi. Vous voyez que ça évolue dans la relation client et dans la façon dont le client va aborder cette première phase. Oui, c'est indéniable. Alors nous aussi, on est pratiquement qu'en B2B. Et ce qui est intéressant, peut-être aussi chez nous, c'est qu'on adresse beaucoup de marchés, différents marchés, donc l'automobile, l'industrie qui est très vaste, l'aéronautique. Et on est sur des marchés première monte ou rechange. Et c'est vrai que du coup tous ces outils digitaux, alors vous parliez des réseaux sociaux, ce sont devenus aussi des outils très intéressants puisque notamment nous c'est via LinkedIn, nos commerciaux vont pouvoir rentrer en contact avec différents prospects, mais surtout nos clients vont pouvoir un peu approcher l'entreprise sous un angle un petit peu plus personnalisé, avec des contacts individualisés, etc. Donc apprendre à connaître l'entreprise aussi via les individus, alors indirectement, mais par ce qu'ils expriment eux sur les réseaux. Donc ça c'est intéressant. Et puis pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, je pensais notamment à la rechange automobile où on a depuis longtemps, on essaye, on est dans un système B2B, mais nous ce qui nous intéresse c'est d'aller directement toucher le garagiste. Donc changer un petit peu le fonctionnement, vous disiez effectivement nos clients nous connaissent, nos gros distributeurs, etc. Et là les outils digitaux nous ont beaucoup aidé à aller chercher directement ce client final pour pouvoir promouvoir la marque et puis donc notre offre. Ouais. Hervé, tu peux témoigner aussi de ce qui se passe chez La Précision. Est-ce que ce changement de paradigme opère aussi? Oui, alors ça choque nous finalement, on est un petit peu de l'autre côté de la médaille, puisque comme nous sommes en sous-traitance, nos clients, eux, ils connaissent exactement leurs besoins au moment où ils s'adressent à nous, et ils viennent chercher chez nous une expertise ou une capacité à répondre à un besoin qui est relativement figé. Ceci étant dit, l'entreprise elle subit les mêmes transformations que toute l'industrie, et quand je dis qu'elle les subit, elle essaie plutôt de les devancer pour ne pas les subir. La première chose, c'est la relation à distance. La situation sanitaire actuelle nous impose de développer de la relation à distance, et comme tu disais Olivier, le fait de ne pas avoir à se déplacer chez les clients et pouvoir malgré tout travailler, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. L'autre point, c'est que nos clients connaissent de mieux en mieux leurs produits, et ça a été très bien dit. Malgré tout, ils ne s'intéressent pas forcément complètement pleinement au process qui amène à ces produits, et on doit amener un petit peu la couche process dans les développements, et nous c'est ce qu'on cherche à faire. C'est une sorte de transformation de notre business model, c'est apporter une valeur ajoutée d'expertise sur la partie calibration du process, de manière à obtenir une bonne performance à la fin avec le produit.
Et cette expertise, elle trouve tout son sens quand on peut connecter nos systèmes au travers d'une PLM ou au travers d'outils qui sont beaucoup moins ambitieux, mais qui malgré tout sont de la digitalisation de relations clients. Et puis enfin, nos métiers se transforment, et finalement un de nos enjeux principaux, c'est d'expliquer à nos clients qu'on se transforme. On a très bien vu au travers de Nicomatic ou de LTN SNR, on jouit d'une certaine notoriété, la précision industrie sur son marché jouit aussi d'une certaine notoriété, mais l'image de marque qui est perçue par nos clients a facilement 3 ans, 5 ans, parfois 10 ans de retard par rapport à nos progrès récents, et tout notre enjeu c'est de dire mais non, aujourd'hui on sait répondre à ce besoin, on peut vous apporter de la valeur ajoutée dans ce domaine-là, de l'accompagnement projet, un peu de la R&D ou de nouvelles capacités de production, de nouvelles technos. Et ça c'est une transformation très importante pour notre entreprise, et il faut qu'on arrive à l'emmener jusque chez le client pour qu'il l'aperçoive et qu'il se serve. Et est-ce que le digital est un moyen pour toi d'opérer, de gommer cet écart que tu dis dans la perception qu'a le client de ta société? On a déjà cité les réseaux sociaux, on a cité les sites internet, ça c'est une manière de porter de l'info beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement chez les clients. Et puis ensuite, un des chantiers actuellement, c'est créer des plateformes collaboratives entre les clients et nous. J'ai évoqué la notion de PLM, mais quand on est une PME, on ne va pas forcément mettre une PLM avec chacun de nos clients, on n'a pas les moyens. Par contre, on peut chercher des créations de plateformes plus simples. Et ça, c'est une manière de renverser le dialogue avec le client. Et une fois qu'on arrive à renverser le dialogue, éventuellement, on a une chance d'aller plus loin et d'introduire ces nouvelles solutions chez le client. Alors, tu tends la perche, je pense que ce serait intéressant que vous interveniez sur cette partie-là. Quels sont ces nouveaux outils, finalement, qui participent à la relation client, qui vont enrichir cette relation, cette collaboration? Tu as parlé de collaboration, c'est un mot fort. C'est vrai que nous, au départ, avec le site internet Nicomatic, le premier doit dater même avant les années 2000. Et c'est vrai que c'était d'abord un site un peu de présentation comme on peut connaître. Et après, on a évolué pour donner le maximum d'informations au niveau du client. Donc la notion un peu de configurateur, de choses comme ça. Et là, c'est vrai qu'on va plutôt vers quelque chose de collaboratif. Donc c'est pas seulement d'avoir quelque chose de one way, seulement sur un côté, tu prends, tu fais ton marché, etc. C'est en fait la capacité d'améliorer, de comprendre en fait pourquoi je te le donne, pourquoi tu en as besoin. Donc en fait il y a tout ce suivi à la fois entre la notion de simplicité pour dire vous pouvez venir chez moi, regarder qu'est-ce qui existe, etc., faire un petit peu votre marché, mais aussi de provoquer en fait le dialogue, en fait, de dire comment en fait le fait de dire tu as téléchargé ce plan-là, tu as fait cette configuration-là, sans une notion de tout de suite d'aller vers la vente, de dire je vais te faire une offre ou des choses comme ça, mais c'est plus comprendre en fait le projet qu'il y a derrière. Ce que tu dis, c'est que l'idée, c'est au-delà du site web, ou après, dans le parcours du client, c'est déjà de suivre son parcours pour ensuite être capable d'être proactif, de lui proposer quelque chose de lui donner la chance, la possibilité d'ouverture, de dire en fait quand tu regardes ça, nous on essaie de comprendre pourquoi en fait tu vas là-dessus, et c'est à la limite même de lui poser peut-être même certaines questions. Un peu dans la même démarche, NTN SNR il y a 5 ans a refondu son site web. En fait on était sur un site très auto-centré, c'est venez on va parler de nous. Oui. Enfin voilà, donc on a revu tout ça, et là on est vraiment en train d'amorcer cette transformation sur venez on va parler de vous et non pas de nous. Donc vous venez là, vous êtes revendeur dans l'industrie sur tel marché, c'est votre entrée pour vous, etc. Donc c'était un peu l'idée, et puis on en a profité aussi, là on vient de lancer notre nouvelle e-business où on a aussi conçu un e-business où le client se retrouve complètement, où il a vraiment sa page dédiée où il va retrouver ses dernières commandes et tous ses favoris. Bon bref, tout ça un peu personnalisé, donc on rentre un petit peu là-dedans aussi, la digitalisation, l'analyse de la donnée va nous permettre un petit peu de personnaliser tout ce service qu'on va offrir aux clients. Toujours de la même façon, plutôt mettre à disposition de l'information aux clients, de la formation, etc. On a vraiment beaucoup développé les webinaires, alors à différents niveaux, un peu
pour tout notre niveau de la chaîne. Des webinaires très mécaniques qui vont être sur comment monter tel ou tel roulement, etc. Et puis d'autres un peu plus marketing sur de la présentation de gamme, les dernières évolutions, l'innovation, etc. Vous avez pu voir lesquels étaient les plus marquants ou impactants. Et là, vous avez besoin de quoi en fait? Plutôt technique, plutôt de soutien? C'était quoi? Il y avait des tendances Moi, je ne saurais pas vous en parler là, mais par contre, en fait, ça dépend vraiment des marchés et du coup, on n'attaque pas du tout le même niveau de la distribution. Donc oui, c'est pas pareil, mais c'est vrai que notre grande stratégie, en tout cas sur tous les marchés de maintenance industrielle et donc de rechange automobile, c'est vraiment d'aller au plus proche de l'utilisateur final. D'accord. Ouais. Et après, c'est vrai que ces autres webinaires plus marketing sur présentation de gamme, là, on va plus intéresser les distributeurs, donc les gros réseaux d'achat, etc. Nous, notre principe de sous-traitance, c'est un petit peu la surface de contact élargie, c'est-à-dire on doit essayer de créer de la connexion de notre qualiticien vers celui du client, de notre logisticien vers l'approvisionneur du client, de notre expert méthode vers le BE, etc. On essaie de faire la même chose. Hein. Voilà, j'imagine. C'est d'aligner un peu les organisations et les expertises entre elles. Voilà. Et donc, sur chacune des branches de cette surface de contact élargie, on essaye de voir ce qui est digitalisable ou pas, et en fait, sans le savoir, on l'a déjà fait de nombreuses années, notamment en logistique, on s'échange de la donnée électronique depuis très longtemps. Avec les EDI. Avec des EDI pour commencer, maintenant ça peut être des délégations de stock, des intrusions dans le GPAO des clients, ça ce sont des choses qui existent déjà. Et puis pareil sur la partie qualité, où finalement il y a un service qualité qui consiste à offrir le service de stockage de la donnée, de la traçabilité pour nos clients, qui est quelque chose de finalement assez basique, mais avoir un storage avec tous les éléments de traçage et une accessibilité. En effet, à notre échelle, on a essayé de faire... on a fait quelques webinaires, on a fait également quelques publications écrites. Alors, on n'a pas encore été jusqu'au livre blanc, n'est-ce pas? Mais néanmoins... Il me ressort à chaque fois. C'est une faillite de jeu, quoi. Je ne sais pas la différence, c'est énorme en fait, hein, ça compile un petit peu, c'est tout quoi, en fait. Voilà. Donc, sans aller la thèse de 2000 pages, voilà, c'est ça. sur qu'est-ce qu'un connecteur Lensbeam ou je sais pas quoi. Voilà, On s'est proposé de faire des use cases qui sont beaucoup plus synthétiques, et quand un use case peut être présenté très simplement, un post, une présentation web, etc. suffisent, et quand il y a un peu plus à en dire, et notamment nos travaux en fabrication additive. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'était que c'était une communauté très qualifiée. On n'a pas cherché à élargir une communauté, mais je veux dire à tout prix. D'accord. On s'est surtout intéressé à la communauté qu'on connaissait déjà, et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait juste, c'était montrer nos transformations aux gens qu'on connaissait déjà. Pas forcément toucher 2000 personnes qu'on ne connaissait pas. Par contre, expliquer à nos clients, gros ou petits, qu'il y avait des solutions en Fabat qui pouvaient les intéresser. C'était vraiment ça l'objectif. Et moi, je pense qu'à ce titre-là, ça a bien marché, dans le sens où déjà on a une certaine audience, mais on a une certaine transformation aussi. Donc, sous forme d'appel d'offres ou c'est à cette occasion-là, on a réussi à vendre de la R&D en tant que R&D, ce qui est très très rare pour notre entreprise, et c'est un de nos futurs business models. Nous aussi, on se fait beaucoup challenger par nos clients, parce que souvent, eux sont bien en avance sur nous dans tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc quand on fait du B2B, en plus, on a des clients qui, eux, sont en contact direct avec les clients finaux. Et je vois, on travaille avec des grands groupes de distribution européens, et ça fait déjà presque une dizaine d'années que eux travaillent sur la donnée, sur la maîtrise de la donnée, sur la mise à disposition de toute l'information, et ils nous challengent beaucoup, eux nous poussent beaucoup à évoluer. Enfin voilà, c'est... Et ça passe par du digital en fait, c'est-à-dire... Et ça passe par du digital. Donc le besoin est exprimé, clairement, et ensuite ça implique forcément de nouveaux outils pour vous à mettre en place. Alors oui, ça implique les outils, mais aussi une transformation dans notre organisation, dans nos façons de faire. Eux nous demandent d'être beaucoup plus transparents.
aussi sur nos données. Enfin, vous parliez de présenter beaucoup plus de choses à nos clients, d'être beaucoup plus transparent sur nos les savoir-faire, nos façons de faire aussi. Ça nous a beaucoup poussé vers ça. En fait, c'est beaucoup ça. Et tout comme dans l'entreprise, au final, c'est nous, dans nos vies privées, on est un peu un exemple sur ce que devrait devenir l'organisation dans notre entreprise, nos façons de faire, etc. Du coup, j'ai une question un peu, parce que nous, nos grands rêves, c'est au travers de cette transformation, mieux connaître nos clients. Et oui. Et là, on parle surtout dans le sens aval, ce qu'on offre à nos clients depuis le début. Mais on n'a pas encore tellement évoqué la captation d'infos. Alors c'est le sujet de la data dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Tu parlais de personnalisation, de devenir customer-centric, et à un moment, effectivement, ça vient impacter la gestion de la donnée, l'ingestion de la donnée en interne pour être capable de la rediffuser ou de la traiter en interne. Donc c'est là-dessus que tu voulais intervenir. Enfin, que je voulais poser la question. En fait, c'est vrai que notre business model peut être en train d'évoluer aussi, parce qu'en fait il évolue tout le temps. Donc c'est dur de dire on a un business model et on sera tranquille pendant 5 ans ou 10 ans. Et donc c'est vrai que nous on avait un business model qui était très basé sur la réactivité, donc le fait d'être intégré, le fait d'être on peut livrer des connecteurs en une semaine sur des millions de possibilités, etc. Donc ça, les clients peuvent l'apprécier à un moment. Mais je pense que le fait de même de les accompagner, de dire la notion de prédictabilité, la notion de dire j'ai encore mieux compris, c'est-à-dire avant même que tu me demandes, entre guillemets, je sais déjà à peu près ce que tu vas vouloir et je te propose des options au lieu qu'en fait on me donne en fait un ordre. C'est un petit peu des options. Donc c'est vrai que le business model évolue par rapport à ça. Et après, la difficulté, je trouve que c'est comment on peut faire travailler en fait ces différents business models ensemble. En fait, c'est difficile de dire j'en ai qu'un, parce qu'en fait, il y a aussi une notion de legacy, un petit peu de clients qui ont une certaine habitude de travailler. On est sur du long terme, on les accompagne sur du long terme, on veut les garder, on veut les continuer à travailler avec eux. Et donc en fait, on voit un petit peu ces différences entre différents business models, mais qui arrivent aussi même directement chez le client. C'est-à-dire qu'on peut voir aussi chez le client, on peut avoir des services d'approvisionnement qui travaillent différemment que de la partie engineering ou même de la partie achat, de la partie marketing, etc. Donc il faut qu'on puisse s'adapter en fait à cette notion-là au niveau du client. Ce que tu dis, c'est que tu adaptes ton modèle, tu le personnalises complètement en fonction du besoin du client pour qu'il soit sur mesure et complètement serviciel, en fait, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on le base sur une partie, donc il y a une partie produit, mais on essaie que le parti produit devienne évident grâce au service, en fait. Donc en fait, c'est la vente du service qui se matérialise par le produit, mais c'est vrai qu'en fait, c'est cette partie service qui devient évident pour le produit en fait à la fin. Donc on essaie de rentrer dans cette notion d'évidence pour le client grâce en fait à toute la partie produit, toute la partie service qu'on a mis autour. En fait. Et après qu'on peut valoriser autour de ça. Donc on peut avoir des business models de vente de différents services. On essaye que ce soit le plus fluide possible, d'accord, pour arriver au bout qui est en fait quand même la vente du produit. Quand on parlait de business model, on s'est aussi attelé ces dernières années à vendre du service de formation. Oui. Et là, un petit peu par rapport à ce que tu demandais, l'idée c'est aussi de se rapprocher du client parce que quand on va former le client sur place, pour adapter nos formations, etc., on a besoin de mieux le connaître. Donc et par là, on va mieux le comprendre et donc pouvoir remonter plus d'informations parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, le client, et là je vous parle du vrai client final, celui qui va utiliser nos produits et pas seulement les stocker et les revendre, on ne le connaissait pas beaucoup. On est en train de travailler beaucoup sur de la maintenance préventive, donc des systèmes qui permettent de réaliser de la maintenance préventive qui nous font rentrer aussi chez ces clients finaux et qui nous permettent d'affiner cette connaissance. Alors après, comment cette connaissance on la capitalise, etc., c'est encore une autre histoire, mais bon, voilà, c'était 2-3 petites clés. Oui, non, mais on voit que c'est un enjeu important quand même, parce que finalement, très, cette très nouvelle important. data, juste sur l'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire côté formation, le formateur a de l'information en retour d'expérience à donner à des équipes internes chez vous qui doivent, donc c'est cet enjeu-là qui est finalement très important. On est customer-centric, on vient capter de la donnée
c'est plus le commercial qui est uniquement en contact avec le client. Comment cette donnée-là, elle est utile à tout le monde dans l'organisation? Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, l'homme reste au centre de la captation de l'info, et finalement, derrière, c'est en interne qu'on peut traiter notre donnée de manière digitalisée, mais l'acquisition de données se fait encore, et en tout cas c'est ce qu'on vit nous, se fait encore au travers de l'homme. On n'est pas encore à réussir à capter de la donnée automatiquement en masse et de manière complètement digitalisée. Alors tu as des objets digitaux qui sont en place pour opérer cette relation client. On parlait du site web, de la plateforme e-business. Donc il y a des outils que tu vas être. Donc là tu captes quand même de la donnée. Oui. Olivier parlait de marquer les parcours, etc. Mais c'est pas la donnée unique puisque finalement le formateur là ou ton technicien de maintenance ou ton chef de projet qui parle pendant un webinaire, finalement il donne de l'information, il en capte aussi. Donc c'est on est d'accord. Toute cette uniformisation. Oui, il y a des objets digitaux, mais je pense là où tu as raison, c'est que l'humain reste quand même aujourd'hui central dans cette diffusion de l'information, dans cette captation et cette diffusion de l'information. La diffusion et même la priorisation, parce qu'en fait on est l'info, l'obésité de l'information, etc. Donc il y a cette notion de dire avec qui je vais pouvoir faire la plus grande valeur. Donc de connaître en fait les liens, la relation, parce qu'en fait une data, elle peut être interprétée de différentes façons. Par différentes personnes, donc en fait il y a une notion de dire je prends cette data et je sais l'utiliser au mieux, on va dire, pour le client, pour l'interne, etc. Donc il y a toute cette notion de data scientist, en tout cas d'interprétation des données, pour qu'en fait on sent qu'il y a une notion de valeur ajoutée quand de la donnée, c'est pas juste je te donne l'info et après tu fais ce que tu veux avec. C'est de dire si j'ai choisi cette information là ou si j'ai agrégé ces informations là, ces données en fait c'est pour en faire quelque chose. Donc, et c'est la notion de dire comment en fait je crée en fait une équipe autour de ça pour qu'en fait ça peut être une équipe interne et externe qui permet en fait d'aller plus loin que justement le fait d'avoir seulement une donnée qui est toute seule en fait ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que la connaissance là elle passe vraiment par l'humain pour dire il y a la transmission mais surtout la bonification entre guillemets de cette valeur qui permet en connaissant les liaisons, les interactions entre tout le monde pour dire c'est le bon moment aussi parce qu'il y a une notion de moment parce qu'en fait on peut dire la donnée est à disposition. Donc ça c'est une bonne chose, comme ça on gère pas le moment, mais un moment, il faut trouver en fait le moment où on est tous ensemble là par exemple, et c'est cette capacité à échanger et à trouver en fait le fait de dire ça on peut proposer quelque chose de supplémentaire que juste la mise à disposition de données. Je rebondissais parce que j'aimais bien ce que tu as dit. En fait, l'information, elle va être captée par l'humain. Et je pense que et c'est là aussi dans nos organisations et dans nos relations avec le client qu'on a un petit peu démultiplié les contacts, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'unique commercial en contact avec sa sensibilité, et puis la façon dont il va pouvoir le remonter, puisqu'on sait bien que le terrain c'est quand même tout à fait différent de l'interne. Il y a un petit peu cette petite bagarre. Donc avoir maintenant plusieurs personnes en contact avec le client qui soient capables de remonter de l'information. Mais après, le plus compliqué effectivement, c'est cette information, comment on la partage. Et puis surtout comment on la transforme en essai, parce que ça ne reste pas uniquement mort dans une base de données ou les gens ils voient un peu l'objectif, en tout cas le gain qu'on peut avoir par rapport à ça, et après on peut travailler autour de ça, parce qu'en fait l'optimisation pour l'optimisation, par définition à un moment ça va arriver à son terme, et donc en fait c'est l'utilisation de cette de dire je suis spécialisé ou j'étais très optimisé mais j'ai compris pourquoi j'étais optimisé et après c'est de repartir on va dire de ce sens qui va permettre de valoriser autre chose que peut-être la gestion de commande ou la facturation donc ces choses là qui sont importantes. Et après c'est comment en fait on fait évoluer en fait ce workflow vers en fait quelque chose de même de plus ouvert, ou de plus systémique. Le plus systémique, qui est avec d'intégrer d'autres partenaires à l'intérieur, etc. Ce que tu dis, c'est que
cette bascule de la donnée issue du parcours du client ou de ta nouvelle proposition de valeur va venir impacter ton organisation et les métiers ou les services qui opèrent cette relation client. C'est très important, c'est ce qu'on dit. Je pense que la transformation, après je laisserai Fanny qui est peut-être encore plus spécialiste au niveau transformation. Après on le vit différemment en fait. Ce qui est important, c'est qu'à Chinicomatic, c'est que ça vienne de nous. C'est-à-dire que les gens l'expérimentent, le sentent, aient envie de le partager, etc. Et que ça ne vienne pas trop de l'extérieur, parce qu'autrement, c'est peut-être moins bien accepté. En tout cas, on n'est pas dans une phase d'amélioration. Donc, on pousse en fait à l'expérimentation, à l'amélioration. Et on voit un peu comment les autres parties prenantes le prennent en compte. Et donc en fait, et après la transformation, c'est en gros, on regarde un peu 2 ans avant qu'est-ce que je faisais. Je faisais pas le même métier, etc. Mais c'est vrai que si on avait dit aux gens tout de suite, dans 2 ans, voilà ce que tu feras, ça peut faire un peu peur dans cette notion-là. Et puis nous-mêmes, on ne sait pas non plus, comme il faut être très clair. On savait qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait sûrement des transformations, mais on ne pouvait pas non plus d'être péremptoire, que qu'est-ce qui va se passer. Donc ça se fait par petits pas, ça se fait par expérimentation, par feedback aussi beaucoup avec les gens. Et c'est vrai que souvent, quand on pose la question, est-ce que tu voudrais refaire ce que tu faisais il y a 2 ans, ou comment ça, le plus grand succès, c'est non, je préfère être maintenant que ce que je faisais il y a 2 ans, en fait, parce que j'ai de la valeur ajoutée, parce que j'ai d'autres relations, etc. Donc parfois, c'est bien de regarder un petit peu en arrière pour pouvoir aller encore aller un peu plus loin, pour dire, tu vois, tu peux aller dans cette notion-là. Donc les gens qui sont en place ont une vraie valeur, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas dire on change tout du jour au lendemain. Il y a une notion de connaissance, d'expérience, etc. Mais après, c'est plutôt dans la mise à disposition de cette expérience, en fait. Donc, dans la transformation, je pense que tu as plein de choses à dire sur la partie transformation avec IT aussi, en support. Oui, c'est vrai, puis en plus, ça me passionne. Alors, chez eux, je me lance un peu là-dessus, bien sûr. Non, mais j'aime beaucoup. Déjà, moi, quand on me parle de digitalisation, j'aime bien dire que non, c'est pas du zéro papier, la preuve. On a le droit, c'est pas passer, c'est pas faire la même chose qu'avant, mais sans le papier. C'est vraiment, la digitalisation, c'est repenser vraiment nos façons de faire, etc. Et là où je te rejoins, c'est effectivement, aujourd'hui, on n'a aucune vision de comment on va faire demain. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus faire comme on fait aujourd'hui. Parce qu'on perd énormément de temps sur plein de choses. La fluidité, pareil, j'adore le terme, parce que c'est ça, ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup plus de fluidité dans le partage de la donnée, dans le partage de l'information, etc. Et du coup, là, on va aller vers les personnes qui ont envie de changer et qui vont être vraiment notre terrain d'expérimentation. Commencer d'abord avec eux, montrer que ça marche ou que ça marche pas, d'ailleurs revenir en arrière peut-être sur certaines choses pour pouvoir ensuite infuser ça dans l'entreprise. Alors, il faut pas être très pressé parce qu'il faut pas se bloquer, et tant pis. Et vous vous heurtez à des freins qui sont très importants ou pas? Ou c'est en train d'évoluer ça? Moi je trouve qu'il y a beaucoup de gradients. C'est-à-dire qu'il y a 20% de très moteurs, il y a ensuite un 60% qui accompagnent le mouvement raisonnablement, et puis 20% qui ont des difficultés à accompagner, soit par volonté, soit même par capacité. Et un des enjeux, c'est en même temps de maintenir le gradient, et en même temps de ne pas l'étirer trop pour ne pas exploser tout le monde. Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'ai jamais vécu de situation de blocage généralisé. Et ce que j'avais envie de dire là-dessus, c'est que souvent on se met des freins nous-mêmes. Et c'est à partir du moment où nous-mêmes on a décidé d'y aller, qu'on s'est ôté de nos peurs, on arrive à emmener nos équipes au rythme où elles l'acceptent. Donc la prise de conscience, elle est effective, elle est actuelle. Est-ce que c'est le Covid qui l'a emmené ou qui l'a accéléré? On sent que ça bouge, on sent qu'on est à cette bascule là un petit peu dans ce que tu dis toi. Oui, nous le Covid a clairement beaucoup aidé. On a mis en place Teams sur la partie juste des réunions et des conversations, donc du chat.
Moi, au début, la plupart des gens, ils ne voyaient pas trop ce que ça allait leur apporter. Bon, après, ils nous ont remerciés après la crise, après le premier confinement. Mais oui, ça a beaucoup aidé. Et puis, mais pour revenir là sur les freins, oui, vraiment, il ne faut surtout pas se focaliser sur les freins. Il faut les comprendre, peut-être les entendre, mais il faut surtout aller, se laisser tirer par ceux qui ont envie d'y aller. Et après, naturellement, ça s'engrange et c'est... Au final, on récupère plein d'ambassadeurs sur la route. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, parce que des fois, moi, je fais des formations, et puis, c'est les personnes formées qui vont dire aux autres, non mais attends, t'as pas compris, là tu trouves ça, tu vas chercher ça, etc. Enfin, voilà, qui prennent vraiment le relais, ouais. Et puis je pense qu'il faut aussi, excuse-moi, Je t'en prie. il faut laisser libre cours à un petit peu. Et j'ai bien aimé la notion d'expérimentation interne. Chez nous, on a le droit de se planter. Et notamment, il y a des projets de digitalisation qui ne marchent pas dans leur première mouture. Ben, c'est pas grave. Déjà, on a acquis plein de choses en essayant. Et puis, ça démocratise un petit peu ces démarches. Et on recommence, on remet l'ouvrage sur la table et on y retourne. Et ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que un des trucs qui est le plus magique avec la digitalisation, c'est que moi, ça repousse toujours les limites au-delà de mon imagination actuelle. Et des choses qui me semblaient être gravées dans le marbre il y a encore quelques années, je me rends compte qu'on est à 10 km au-delà et qu'il y a encore 100 km de possible. Et ça, c'est ça, la digitalisation, c'est plus on va dedans, plus ça ouvre en fait des perspectives aussi. Voilà. Donc c'est ça qui est super, en fait, qui donne en fait envie, qu'on a envie de progresser. Et c'est vrai que là, il faut se mettre un peu sur ce chemin-là. Et après, il y a plein d'idées qui viennent en fait aussi au fur et à mesure, et de challenge, etc. Donc il y a cette notion de dire comment on capte et d'assurer le rythme aussi, parce qu'en fait à un moment quand ça démarre bien, et ben en fait après il y aura aussi une phase où en fait on veut, plein de gens veulent changer, veulent améliorer, veulent participer, etc. Donc voilà, nous on est un peu dans cette phase là où il y a une grosse accélération aussi qui se fait, parce qu'en fait ça commence à cranter, ça commence à prendre, et donc l'engrenage commence à prendre et après le roulement à billes, il faut mettre un petit peu de vie par rapport à ça pour pouvoir partir là-dessus. En fait. Ouais. Sur l'expérimentation, c'est intéressant parce que c'est pas l'ADN de l'industriel à la base. L'expérimentation, de laisser libre cours à du test, à des process peut-être nouveaux ou à la flexibilité. On voit que c'est l'industrie 4.0 qui amène ça aussi au niveau de l'humain. Donc comment les gens comment on emmène des gens dans ces volontés d'expérimentation, de test, c'est facile à mettre en place? Alors je dirais pas forcément facile avec tout le monde. Et pour revenir là sur ces transformations, donc effectivement il y a le côté savoir se tromper. Moi j'ai l'impression qu'on est encore beaucoup dans des schémas où avant d'y aller, faut sécuriser, faut rassurer. Et alors faut rassurer. Alors il faut y passer des mois. Et moi dernièrement j'ai dit à mon DSI, mais tu veux que je te donne des jalons et tout ça, mais non, moi je vais faire et après je te dirai. Et peut-être ce sera en juillet, peut-être ce sera en septembre. Je ne sais pas quand sera le lancement. Et c'était marrant parce qu'au final il l'a entendu. Mais je lui ai dit, moi je ne vais pas passer 4 mois à t'écrire un plan de développement, d'ouverture de tel ou tel outil parce que je vais perdre mon temps. Mais c'est clairement nouveau ça comme acceptation, comme processus, il est là pour moi le changement de paradigme lié à l'industrie 4.0, lié à ces transformations. Si je peux continuer. Bien sûr. Je pense qu'il y a ça déjà. Enfin, se décider vite, peut-être même des fois un peu avec les tripes, quoi. C'est j'y crois. Je sais pas pourquoi, non, je sais pas te prouver par A plus B et t'écrire tout ça. Mais je pense qu'il faut aller là. J'ai le feeling. Je pense que c'est important. Mais surtout se tromper vite. Si on se trompe, faut se tromper vite. Faut pas y avoir passé 2 ans pour voilà. Et puis après, il y a la donnée. En fait, la donnée dans l'entreprise. Enfin, c'était vraiment un outil de pouvoir jusqu'à maintenant, ça l'est encore un peu, mais dans nos sociétés très pyramidales, etc., au final, la maîtrise de la donnée, c'est le pouvoir. Et avec nos outils digitaux, ça, on l'éclate. Et tout le monde va avoir accès à la donnée. N'importe qui peut aller chercher l'info, Et là, les choses peuvent se compliquer aussi, parce que du coup, le manager, au final...
il se sent un peu mal, un peu attaqué aussi. Il sait qu'il faut y aller. Donc c'est un peu paradoxal parce que oui, il faut transformer, il faut changer. Ah ouais, mais moi non. Il perd une partie de son pouvoir, c'est ça que tu veux dire ? Il perd une partie de son pouvoir. Mais est-ce que sa valeur ajoutée, elle n'est pas ailleurs, justement ? Bien sûr, mais ça, c'est ce qu'il faudra montrer, et c'est ce qu'il faut Donc, c'est des travailler. changements métiers, même pour les managers, qui sont quand même très importants. Oui. Et c'est peut-être eux les premiers à freiner, finalement, dans ce que tu dis. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ce qui est vrai, c'est que, ça m'évoque quelque chose, mais il y a 20 ans, quand j'étais chez Peugeot, il y a 30 ans, on développait une voiture en 204 semaines, avec une première phase proto, une deuxième phase proto, ensuite une phase d'indus, et tout ce chemin qui était très structuré, et l'expérimentation, on la faisait que sur la base de proto matériel. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, cette transformation, on bascule dans l'immatériel. Donc, ça change complètement, évidemment, la structure des projets. Ça change la notion de chemin critique, la notion de planning, la notion de jalon. Et ça change la structure de pensée des gens qui doivent tester. Et c'est peut-être là qu'il y a la plus grosse transformation à faire. Alors, peut-être que les entreprises libérées sont bien mieux positionnées que d'autres pour aborder ces choses-là. Je sais pas si on l'a fait exprès, en fait c'est un peu comme ça, tu vois, c'est toujours pareil. Parfois on le fait sans intuitivement. Intuitivement, faut le sentir. Non mais rétroactivement, c'est peut-être intéressant de faire le parallèle, non ? Tout à fait. Après la poule et l'œuf, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça, mais comment ça marche, mais c'est vrai que c'est un grand. En tout cas, nous on le considère comme un grand avantage. Le fait de responsabiliser, de donner confiance, que les gens se sentent en fait en confiance aussi par rapport à... Et puis après, aussi cette notion un peu de communication autour de ça, c'est-à-dire on parlait de la connaissance et de dire voilà qu'est-ce que j'ai appris, parce que c'est en faisant qu'on apprend, c'est pas juste à un moment tu as la partie digitale, la partie se confronter au terrain, se confronter à la réalité. Et donc, et après, c'est quel feedback je peux avoir en fait par rapport à ça, et de le prendre en fait sur une notion d'amélioration, sur une notion de capacité à faire différemment. La digitalisation permet d'aller quand même aller plus vite ou d'avoir un panel en fait un peu différent et d'attaquer ou de regarder un marché un petit peu différemment que d'avoir un rouleau compresseur qui est très unitaire. Donc, on parlait un peu de personnalisation en fait par rapport à ça, et je pense que voilà, l'entreprise libérée, on met la personne au centre aussi et dans les décisions. Ça permet en fait d'avoir cette capacité de dialogue et cette capacité de confiance qui permet de dire voilà, je comprends ta personnalité, ton besoin de personnalisation, et en fait je vais faire en sorte, en tout cas d'aider à aller au plus proche possible de ton besoin, en partant quand même de choses qui existent. Donc la notion d'industrie 4.0, voilà, on réinvente pas la roue aussi tout le temps en fait, c'est ça aussi qui est important, de dire sur quoi je peux m'appuyer dans la connaissance pour qu'en fait aller un peu plus loin par rapport à tout ça. Ce que j'entends aussi dans ton témoignage, c'est le fait que finalement cette transformation, cette industrie 4.0, cette nouvelle relation client et le digital est inclus dedans, ça passe avant tout par les collaborateurs, par l'humain et par ton organisation. Finalement, qu'elle soit d'ailleurs libérée ou pas, parce qu'il y a aussi d'autres modèles, mais finalement c'est ta capacité à te transformer je dirais de par tes collaborateurs qui est le point de départ. C'est ça que tu dis. En fait, l'organisation, par définition, c'est-à-dire qu'il y a des humains. Moi, il n'y a pas d'organisation. En fait, donc, le fait de dire on réorganise, etc., c'est-à-dire qu'on touche un peu l'humain, et l'entreprise, en fait, elle peut être unipersonnelle, mais là, on parle d'entreprises de différentes tailles, et je pense que c'est aussi une aventure, en fait, par rapport à ça, de dire, c'est la fierté qu'on peut avoir, de dire, on a pu aussi avoir une communauté un petit peu différente, et où les gens en fait sont épanouis et ont trouvé en fait d'autres façons de travailler ou d'autres façons d'interagir. Et donc c'est vrai que l'industrie 4.0, pour moi la base c'est pas le robot dans l'industrie, c'est pas le robot ou le data lake ou voilà toute cette notion là ou data scientist. Elle est d'abord de dire est-ce que l'humain en fait ressent
cette problématique, cette envie de changer et comment on l'accompagne. Parce que je pense qu'au fond de nous-mêmes, on a toujours envie de progresser, d'envie d'essayer autre chose. On voit bien dans cette période de confinement, il y a une envie de liberté qui nous pousse. Et c'est comment on accompagne cette liberté. Pour moi, l'industrie 4.0, elle est dans l'accompagnement en fait de cette liberté, à la fois de la façon de faire, mais aussi de l'ensemble des possibles. Moi, je trouve ça passionnant d'être chez NTN SNR, grosse entreprise industrielle, encore très ancrée dans son organisation, dans sa façon de fonctionner, sur une entreprise du XXe siècle, mais avec une volonté, de toutes parts, d'évoluer, de changer, sans trop savoir comment s'y prendre, parce que chaque entreprise doit le faire à sa façon. Voilà. Donc ça impacte aussi beaucoup, alors on disait les organisations c'est des humains, potentiellement on peut y ajouter les process aussi, parce que finalement à un moment pour opérer aussi la bascule, la nouvelle bascule côté client, il va falloir mettre en place à la fois les processus, l'organisation pour créer ces nouveaux services. Tout à fait. En fait, c'est important d'avoir une base en fait de confiance. Pour moi, le process, il doit donner confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il doit dire, ok, je sais. C'est un moyen. C'est un moyen qui peut évoluer, qui peut s'améliorer grâce à la digitalisation, etc., et qui permet en fait justement d'aller un peu plus loin sur l'humain. Donc, moi, j'aime bien mettre un process et bien comprendre pourquoi on l'a mis en place, et en fait l'étape suivante aussi de l'amélioration du process. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que ce process-là, dans 2 ans, il ne sera plus du tout le même. Parce qu'en fait, on sait qu'en fait, dans 2 ans, il ne sera pas le même. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui sera, mais on sait que il y aura une nouvelle version, il y aura plein de choses, de nouvelles personnes, etc. Donc en fait, moi, je m'attache beaucoup à cette notion de dire le process, il doit être vivant aussi comme un humain, entre guillemets. C'est les humains souvent qui le font vivre, même la partie digitale. En tout cas, de comprendre la notion de boîte noire peut être un petit peu compliquée à gérer. Et donc en fait de garder, on va dire, ce lien, garder ce pouvoir, cette autorité, entre guillemets, sur l'évolution du process. Et en fait, si en fait les personnes qui font partie du process n'ont pas cette autorité-là, c'est là en fait on va commencer à avoir des problématiques. D'où la notion de digital. Il faut que les gens qui participent à ces process-là soient, pas digital native, mais en tout cas qu'ils aient une capacité à faire rentrer le digital à l'intérieur, donc avec, soit directement, soit avec des aides extérieures, de la formation, etc. Mais en tout cas, il faut qu'ils comprennent comment ça va évoluer dans le futur, en fait, et qu'ils soient même moteurs de ça. Parce que si on leur met en fait un process, après il peut rester ad vitam aeternam, et on se regarde 10 ans après, et dit mais pourquoi je fais ça? Donc c'est important le process si on le maîtrise, quoi. Donc la maîtrise de process, pour moi, elle doit être intégrée sur les équipes, en capacité d'évoluer avec des gens de la qualité, avec des gens de la finance, etc., pour que justement ce soit facile de faire évoluer un process. Nous, c'est vrai que quand on a nos audits, parce qu'on est dans l'aérospatiale, c'est vrai que moi j'ai souhaité qu'en fait on ait par exemple les audits tous les 6 mois. Normalement, on pourrait le faire tous les 1 an, mais déjà tous les 6 mois, l'auditeur, c'est un peu compliqué pour lui de suivre notre rythme de changement de process. Et donc, en fait, et pour nous aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Et ça aussi, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement. Les audits de qualité avec des process flexibles, c'est plus la même chose. C'est pas la qualité qui explique les choses, la qualité, elle guide, bien sûr, mais en fait, c'est les gens sur le terrain qui expliquent le sens et le pourquoi, et les KPI autour, etc., etc. Moi, ma perception finalement de la digitalisation, c'est effectivement d'apporter un service supplémentaire aux clients. C'est quand même l'objectif de base, mais ça se travaille un petit peu sur notre interface avec le client, mais énormément notre organisation interne. Et puis, dans le cadre d'une PME, ça se travaille effectivement, j'allais dire, brique par brique, étape par étape, et dans une démarche d'amélioration continue que tu as très bien dite. On n'a pas des moyens illimités, donc on y va bloc par bloc, et puis on s'améliore petit à petit, et ça pose quand même, je dirais, la question de savoir prioriser nos invests et nos ressources au bon endroit par rapport à cette question. La digitalisation de la relation client, je pense que de toute façon, c'est pas qu'elle est essentielle, mais elle est naturelle, elle suit naturellement l'évolution de la société. Il suffit de regarder, comme je disais, notre vie de tous les jours, on en a
on y vient de toute façon. Et effectivement, ce qui est important, c'est digitaliser cette relation, mais d'abord se digitaliser nous. Et quand on parle, c'est un peu un bien grand mot, la digitalisation. J'aime bien le dire à chaque fois, c'est pas du zéro papier, mais c'est vraiment une vraie transformation. Et c'est un processus qui est lent, mais si on l'entame pas tout de suite par petites étapes, on n'y arrivera pas. Donc voilà, pour moi, essentiel. On reviendra pour le prochain podcast, on écoutera d'autres intervenants, parce qu'en fait on est là pour apprendre aussi, et on sera très content d'avoir en fait d'autres intervenants, d'autres connaissances qui nous permettront d'ouvrir, on va dire, sur d'autres sujets, parce que je pense que le sujet est vaste, et en plus plus on en connaît, moins on en connaît, donc c'est pour ça que ce sera avec grand plaisir que je pourrai participer, en tout cas écouter d'autres podcasts animés par Namkin. Merci à tous les trois. Effectivement, moi je ne vais pas faire de conclusion, je vais surtout vous remercier pour votre apport, votre témoignage, et puis je dirais l'intérêt que vous avez porté à ces changements. Le prochain podcast sera sur les changements de modèle économique. Donc on en a un petit peu abordé là, mais effectivement c'est incrémental. Et j'espère que justement le but c'est que peut-être tu parlais d'écosystème tout à l'heure, qu'on arrive à trouver des gens qui ont envie de témoigner, des personnes qui ont envie de témoigner dans l'industrie de ces changements, de ce qu'ils vivent, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir co-construire collectivement pour l'industrie française cette transformation 4.0, qu'on soit sous-traitant, qu'on soit un grand groupe international, ou qu'on soit une grosse PME ou une grosse entreprise libérée. Finalement ça peut toucher plein de monde. Donc c'est pour nous le but de ce podcast, et je vous remercie beaucoup individuellement d'être venu, d'avoir témoigné, et Olivier de nous avoir reçus pour la première. Merci pour avoir pensé à nous. Merci à vous.